Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avec un peu de retard certes, on va faire quand même cette vidéo débrief sur le Paris-Roubaix 2024 qui, sans surprise, a vu Mathieu Van Der Poel s'imposer. Sans surprise, hein, c'était vraiment le grand favori et il n'a pas manqué le rendez-vous, loin de là. Il s'est même imposé avec la manière largement, soulevant même quelques soupçons légitimes et comme à chaque fois on est habitué à ce niveau-là. Je ne suis pas là pour juger les performances des coureurs. Je ne suis pas suffisamment conscient de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc je vais m'abstenir de vous donner mon avis sur le sujet. Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel, roi des pavés, est dans l'histoire. Rien ni personne ne pouvait résister à Mathieu Van Der Poel et à la formation alpecin de Koenig ce dimanche. Déchaîné et comme prévu au-dessus du lot sur les pavés de cette 121e édition, le champion du monde s'est offert un deuxième Paris-Roubaix consécutif sur le vélodrome de Roubaix à l'issue d'une course d'anthologie et d'un nouveau chef-d'œuvre en solitaire de près de 60 km. Une attaque décisive dans le secteur d'Orchy avant d'infliger une correction à ses rivaux. Le néerlandais franchissant la ligne avec 3 minutes pile d'avance sur son coéquipier Jasper Philipsen qui a réglé au sprint Mads Pedersen et Nils Politt pour un nouveau doublé et un remake de la précédente édition. Et oui, c'est la deuxième année consécutive que Mathieu Van Der Poel fait premier et Jasper Philipsen fait deuxième. Donc la Alpecin de Koenig domine véritablement cette épreuve 2 années consécutives. Classe du Tour des Flandres, Mathieu Van Der Poel et l'équipe Alpecin qui remet ça. Allez, va taper dans la main des gamins, fais-les rêver Mathieu. Le maillot de champion du monde, la petite copine est en place. Mathieu Van Der Poel, héritier d'une dynastie, petit-fils de Raymond Poulidor, fils d'Adrie Van Der Poel, lui aussi vainqueur de monuments. Il va réaliser un exploit, faire le doublé. Tour des Flandres, Paris-Roubaix, avec le maillot de champion du monde. Dans l'histoire, une seule personne y était arrivée. C'était Rick Van Looy, l'empereur des Rentals. Voici Mathieu Van Der Poel, l'empereur de Capellen. Quel homme, incroyable. Alpecin de Koenig et Mathieu Van Der Poel dans l'histoire. Des écarts d'un autre temps et du jamais vu depuis Rohan Mesue en 2002. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, hein, je fais avec ce que j'ai, je fais comme je peux. En 2002 avec 3 minutes et 4 secondes d'avance pour une édition historique à plus d'un titre. Lancée à près de 150 km de l'arrivée, la course ne s'est jamais arrêtée sous l'impulsion d'une équipe Alpecin de Koenig dominatrice et le record de vitesse moyenne datant de 2023 a logiquement été battu à plus de 47 km/h. La formation néerlandaise est tout simplement la première dans l'histoire à réussir l'exploit de remporter les 3 premiers monuments de la saison, après Philipsen sur Milan-San Remo et Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres. De son côté, Van Der Poel devient le premier coureur à réussir à conserver son titre depuis Tom Boonen, 2008-2009, le premier depuis Cancellara en 2013, à faire le doublé après le ronde, et enfin le 6e champion du monde à lever les bras dans le vélodrome, le dernier étant Peter Sagan en 2018. Il a pété pas mal de scores quand même, et de records, enfin franchement, chapeau à lui, vraiment. Les Français malchanceux et aux abonnés absents, Laporte, 25e. Après, Laporte n'était pas dans une grande condition physique, on s'en doutait. Hein. Loin derrière ce récital, le commun des mortels s'est donc battu pour les miettes et le podium. Comme l'an passé, Jasper Philipsen a profité du numéro de son coéquipier pour attendre son heure et régler les poursuivants au sprint. Mads Pedersen signe son premier podium sur l'Enfer du Nord devant l'Allemand Nils Politt et le Suisse Stefan Kung, qui a craqué sur la fin. Gianni Vermeersch vient parachever la domination alpecin de Koenig en battant un malheureux Laurens Pitty pour la 6e place, le néo-zélandais ayant chuté alors qu'il jouait le podium. On s'y attendait, mais les Français n'ont pas pu peser sur la course, le premier d'entre eux étant, comme l'an passé, Christophe Laporte, mais à la 25e place seulement, à plus de 6 minutes. Malchanceux avec une crevaison dès le premier secteur, le champion d'Europe n'a jamais pu se mêler à la lutte. Et encore, il s'est très bien débrouillé puisque, comme ils viennent de le rappeler, il a crevé, il a été victime d'une crevaison sur le premier secteur pavé, il n'a jamais pu revenir et malgré tout ça, alors qu'il était en chasse-patate pendant à peu de choses près 150 km, peut-être même plus d'ailleurs, il a réussi quand même à avoir entre guillemets que 6 minutes de retard, ce qui est très clairement honorable. Hein. Malchanceux avec une crevaison, un résultat brut catastrophique pour les tricolores.
Il faut remonter à 2018 et la 26e place de Marc Sarrault pour trouver trace d'une telle déconvenue à domicile. Et à l'image de leur campagne de Flandrienne 2024, historiquement mauvaise et à oublier. Ils sont vraiment durs là. Pour certains coureurs et observateurs, c'est le grand moment de la saison. Paris-Roubaix, la reine des classiques, revient pour une 121e édition qui s'annonce comme toujours passionnante et intéressante à suivre. Ce dimanche, le peloton s'est comme d'habitude élancé depuis Compiègne, le départ réel étant donné à 11h25, sans Dylan Van Baarle, le vainqueur de l'édition 2022 ayant dû déclarer forfait de dernière minute. Au programme, les hommes auront à parcourir 259 km, dont 55, soit le total le plus élevé depuis 33 ans, non, dont 55 en pavé, j'imagine, ils ont oublié un élément, soit le total le plus élevé depuis 30 ans. Répartis sur les 29 secteurs pavés qui seront à affronter entre Compiègne et le Vélodrome de Roubaix, Troué d'Arambert, Mont-en-Péval, Carrefour de l'Arbre, etc. Dès les premiers kilomètres, la bataille pour former l'échappée est intense, chaque essayant d'avoir un coup d'avance et d'anticiper les secteurs pavés. Il faut attendre environ 25 km pour voir un premier groupe. Bon, après, on va pas faire tout le détail non plus. La chicane finalement, alors comme ils étaient que 35 coureurs, si je ne me trompe pas, 35 coureurs pour la traversée de la chicane, le groupe était déjà bien amoindri, donc c'est passé sans encombre, heureusement. Mais il faut noter que c'est quand même assez rare habituellement à cet endroit-là, il y a beaucoup plus de coureurs, comptez 60 voire 80 coureurs sans problème à ce niveau-là de la course. Là, il n'était que 35, ce qui est étonnant, mais à la fois, ce qui a peut-être aussi joué sur le fait qu'il n'y ait pas eu de chute lors de cette chicane, ce qui est une très bonne chose. Finalement, d'ailleurs, on peut noter que lors de ce Paris-Roubaix, il n'y a pas eu tant de chutes que ça. Alors, il y en a eu quelques-unes, il y a eu des crevaisons, etc. Mais rien de plus, parce qu'on avait peur avec tous les événements qui s'étaient passés ces derniers temps. J'en ai parlé aussi sur la chaîne. Finalement, ça s'est relativement bien passé pour l'ensemble des coureurs, ce qui est une très bonne chose. Donc Mathieu Van Der Poel, parti pour un raid en solitaire de 59 km. Le Néerlandais a choisi le secteur 13 d'Orchy pour porter une attaque décisive et s'envoler en tête de la course. Sacrée course, hein, Jenny Vermersch, hein. Jackie. Oh, Van Der Poel, oui. Accélération de Van Der Poel. Et il va faire la cassure qui réagit. On l'attendait sur le secteur après, hein, du côté de Bercé, il anticipe à 60 km de l'arrivée, c'est parti. Vous avez vu la vitesse? Vous avez vu ça? Ah, c'est pas une petite accélération, hein. C'est un coup de fusil et il profite de la cassure faite par Vermersch. On l'attendait, cette fois c'est parti. Le Mathieu Van Der Poel show, et là il y a des dégâts. Vous avez vu la vitesse, plus de 50 km/h, même une pointe à 61 km/h. C'est démentiel, vraiment c'est démentiel. Donc il est parti, personne ne pouvait le suivre. Pity a chuté vers la fin lors d'un virage. Dommage parce qu'il semblait quand même très fort à l'image de son début de saison, hein, qui est il est assez épatant, le néo-zélandais. Donc le classement final, Mathieu Van Der Poel premier avec 3 minutes d'avance sur Jesper Philipsen. Et Mats Pedersen, Nils Politt et Stefan Kung. Jenny Vermersch qui a fait un très grand Paris-Roubaix aussi à 3 minutes 15. Donc voilà, voici donc le classement. Et donc on voit Christophe Laporte le premier, un 25e. Tom Pidcock que j'attendais à un meilleur niveau. Enfin cependant il ne m'a pas déçu pour autant non plus. 17e à 6 minutes 20. À savoir que pour rappel, il revenait d'une blessure à la main. C'est toujours moins embêtant qu'une blessure au genou, vous en conviendrez, mais cependant, avec les vibrations sur les pavés, avoir une main, on va dire, correcte, c'est important. Donc c'est pas tout ce qui s'est passé, là on a vu le global, le résumé général de cette étape, enfin de cette course, mais il s'est passé quand même quelques petits événements. Notamment celui-ci qui a beaucoup fait parler, peut-être qu'on va pouvoir traduire ça. La dame à gauche qui voulait décider de la course en jetant une casquette sur la roue arrière de Mathieu Van Der Poel. Vous allez voir, oula. Voilà, c'est la dame ici habillée en blanc là qui est un peu cachée. Vous allez voir que donc c'était à 42 km de l'arrivée. Vous allez voir qu'elle va jeter une casquette dans la roue de Mathieu Van Der Poel. Voilà.
dans le plus grand des calmes. Ce qui est absolument scandaleux. Et beaucoup, donc il y a l'Union Cycliste Internationale, donc l'UCI, qui a demandé à la dame Ils sont en train de rechercher activement qui est cette personne. Il vaut mieux pour elle qu'elle se dénonce si elle veut pas qu'elle ait trop de problèmes. Il y a l'Union, il y a l'association des cyclistes, enfin bref, il y a un peu tout le monde qui lui tombe dessus. Ces images ont fait le tour de toute façon. Et beaucoup, enfin a priori certains savent déjà qui c'est. Donc vaut mieux pour elle qu'elle se dénonce. Sinon, ça pourrait très très mal se finir pour elle et elle pourrait servir d'exemple. Un peu, souvenez-vous, comme la personne qui tenait la pancarte Opi Omi là, sur le Tour de France 2019 ou 2020, je sais plus trop. Pareil, qu'il y avait une sanction très lourde en guise d'exemple. Eh bien, il se pourrait qu'il arrive la même chose à cette dame. Donc, si jamais, il y a un miracle, sur les 20 personnes qui regardent la vidéo, si jamais vous connaissez la dame, vaut mieux qu'elle se dénonce, d'accord? Ça ira mieux pour elle. En tout cas, c'est ce qui a été invité, que les organisations l'ont invité à se dénoncer pour apaiser un maximum les choses, même si il n'y aura pas beaucoup de positifs pour elle quand même, malgré tout. Donc voilà, évidemment, ce qu'elle a fait est très dangereux, d'accord? Imaginez une chute à 48 km/h, là, on voit qu'il est à 48 km/h, une chute sur les pavés. Elle met concrètement la vie du coureur en danger, surtout qu'il pourrait faire un écart et partir dans la foule. Bref, ça peut avoir des conséquences lourdes. Ok, donc évidemment, cette personne-là a commis un délit. Actu suivante, Paris-Roubaix toujours. Donc Tim Van Dijk, je sais pas comment ça se prononce, a été déclassé. Il a perdu sa 8e place. En effet, il y a un moment, si vous avez vu la course, ça a dû vous interroger. Quelqu'un a fait un mouvement de course un peu particulier et donc il a été déclassé, mais a posteriori, ce qui veut dire que le jour J, il était classé dans son temps normal. Présent dans un groupe de favoris pour se jouer la 8e place. Et vous allez voir que suite à ce mouvement-là, il a été déclassé. Il est où? Ah, j'ai pas la vidéo, je pensais que j'avais la vidéo. Voilà. Donc souvenez-vous, sur la course, sur le vélodrome, il est passé là sur le côté, plutôt au niveau du centre. Il est sorti de la route finalement. Et donc du coup il a été déclassé et donc recalé dernier du groupe dans lequel il appartenait. Donc initialement 8e de ce Paris-Roubaix, Tim Van Dijk a été déclassé de la dernière place de son groupe, 16e. Pour son attaque sur le vélodrome réalisé à côté de la bande bleue. Il reste malgré tout le premier coureur de la formation néerlandaise. Ce qui fait que le classement, donc il était 8e, finalement, hop, il rétrograde ici. Donc voici le classement mis à jour. Voilà. C'est un petit fait. Moi je trouve ça un peu dur, c'est mon avis. Ça ne m'engage que moi. Je trouve ça un peu dur. Les mecs qui sortent de 285 km sur les secteurs pavés, tantôt ils roulent dessus, tantôt ils roulent sur les bas-côtés, sur les trottoirs. Enfin, c'est une course qui est chaotique, presque j'ai envie de dire, par naissance, par définition, Paris-Roubaix, c'est chaotique. Donc sur cette course-là en particulier, déclasser un coureur parce qu'il est passé ici, je trouve ça un peu dur, mais à la fois, je comprends aussi que l'UCI veuille faire preuve de fermeté aussi par rapport à la discipline des coureurs, puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus, il y a beaucoup trop d'excès qui peuvent créer des moments d'insécurité pour les coureurs ou même pour les spectateurs. Donc je comprends qu'ils veulent faire preuve de fermeté, mais à la fois, je comprends aussi que c'est pas si grave et que là, en l'occurrence, sur cette course-là en particulier, on aurait pu laisser passer. Les deux côtés se valent. Encore une fois, je vais vous donner mon avis, mais bon, en tout cas, il a été déclassé. Dernière information, suite au Paris-Roubaix. Pavé volé et détritus. Lendemain, au carrefour de l'Arbre. Les gens sont des dégueulasses. Voilà, bon, là je juge. Mais globalement, voilà. Alors pas tous, on est d'accord. Mais globalement, il y a pas mal de gros dégueulasses. Déjà, au niveau moral et éthique, il faut avoir une morale et éthique dégueulasse pour voler des pavés de la route. Enfin, pourquoi? Enfin, ça me dépasse. La fête fut belle ce dimanche sur les routes du 121e Paris-Roubaix pour assister à la démonstration historique de Mathieu Van Der Poel avec encore une fois une ferveur et une foule impressionnante tout au long des 29 secteurs pavés entre Compiègne et le vélodrome de Roubaix.
C'est ce qu'ont pu constater les amis de Paris-Roubaix, une association bénévole qui entretient et préserve le pavé de l'Enfer du Nord. En charge du nettoyage, les bénévoles ont eu la mauvaise surprise de découvrir que des pavés avaient disparu au carrefour de l'Arbre, selon eux, volés après la course par des fans, comme indiqué sur les réseaux sociaux. Ah, la petite pub. Bien, sinon j'enlève juste le son. Donc voici quelques images. Donc les pavés volés et des sacs de déchets. Allons-y, c'est pas des petits emballages de gâteaux ou une canette. Enfin, il y a une canette, mais il n'y en a pas qu'une. Voilà, donc ceux qui ont laissé ça sur place sont des gros dégueulasses. Surtout que, en plus par respect, si vous aimez ce sport, si vous êtes des fans de cyclisme, si vous êtes des fans de cyclisme, vous allez sur le bord des routes, vous le savez. Vous savez que les coureurs, s'ils jettent le moindre petit papier par terre dans une zone qui n'est pas dédiée à cet effet, vous savez qu'ils ont une amende, etc. Donc ils ont beaucoup de restrictions à ce niveau-là. Par respect pour eux, par éthique, genre je sais pas, connecter 2 neurones, par éthique, respectez-les si eux doivent, alors qu'ils sont en train de faire des efforts, à la limite du surhumain pour certains, et qui doivent être en plus propres en évitant de jeter les déchets dehors, ce qui semble normal, hein, soit dit en passant. Bah, ayez le minimum de faire de même. Vous êtes là, vous êtes sur place, vous n'êtes pas dans un contexte physique qui vous pousse à... Enfin, vous pouvez réfléchir, vous restez lucide, et vos déchets, vous repartez avec, quoi, s'il vous plaît. Enfin, les gens... Non mais, certains sont vraiment... Je comprends pas, je comprendrai jamais. Beaucoup de détritus après la course. Et le manque de respect ne s'arrête pas là, puisqu'il y avait aussi beaucoup de détritus sur le bord des routes, des dérives qualifiées de ridicules, mais qui ont malheureusement tendance à trop se généraliser aux abords des grandes courses. Des comportements irrespectueux, aussi bien pour les organisateurs que des courses, comme l'a encore très bien illustré l'affaire du jet de casquette sur Mathieu Van Der Poel, le néerlandais ayant également été arrosé de bière à plusieurs reprises. Ceux qui font ça sont des malades. J'ose espérer que de toute façon ils vont pas regarder cette vidéo là, parce qu'ils aiment pas vraiment le vélo pour moi. Faut pas faire ça. Évidemment, c'est ridicule, c'est irrespectueux, c'est gamin, c'est... Voilà. C'est moralement répréhensible même. Bref. Bon, j'arrête là pour les news de Paris-Roubaix. On a vu tout ce qui était, on va dire, plus intéressant à voir. Il y a une autre news, mais après celle-là fait vachement polémique. Bon, je peux vous la montrer vite fait. Non, je vais juste vous en parler. Je vous laisserai vous faire votre propre avis. Le dernier du Paris-Roubaix 2024 a fait un meilleur temps que Fabian Cancellara en 2013 ou 2014, enfin, lorsqu'il a gagné. C'était en 2013, de toute façon on l'a vu dans la première actu. On l'a vu dans la première actu en 2013. Le dernier, il est arrivé avec 48 minutes de retard, je crois, quelque chose comme ça. Il a eu une moyenne en termes de kilométrage par heure. Il a une vitesse qui était supérieure à Fabian Cancellara en 2013 lorsqu'il a gagné. Donc certains s'offusquent et partent dans des théories que je ne peux pas affirmer ou infirmer, mais qui partent dans des théories comme quoi, en gros, tout le peloton professionnel serait complètement dopé. Et shootés comme des buffles. J'ai un avis bien plus nuancé sur le propos. Qu'on ait des doutes sur Mathieu Van Der Poel, ça semble légitime, le mec qui te fait des pointes à 60 km/h sur les pavés. Le doute est légitime et il est même bien. C'est bien d'avoir des doutes. C'est sain d'esprit. Il faut être sain d'esprit pour avoir des doutes. C'est très bien. Par contre, il ne faut pas oublier non plus qu'on sait, et ça c'est comme ça et c'est normal, les coureurs de manière générale et sur toutes les courses vont plus vite. D'accord ? Et Paris-Roubaix, on est d'accord, il y a plein de secteurs pavés, mais le premier tiers de la course, c'est que de l'asphalte. Et les coureurs, on sait qu'ils vont très vite, et quand tu es dans le peloton, tu déploies moins d'énergie, mais on sait qu'ils vont très vite. Donc en fait, sur le premier tiers de la course, où ils ont fait à peu près du 50 km/h de moyenne, ou peut-être même un peu plus, oui, en 2013, ils allaient moins vite déjà sur cette partie-là. Donc, enfin, quelque part, il y a aussi une forme d'équilibrage qui se fait. Enfin, j'ai pas envie, j'aurais pas forcément les mots, mais moi ça me choque pas plus que ça, d'accord ? Je vais pas me mettre à douter de tous les coureurs professionnels, c'est complètement ridicule selon moi.
Après, pour les performances incroyables, comme fait un Mathieu Van Der Poel, le doute est permis. Et le doute est sain. Bref. Si jamais vous voulez revenir sur ce sujet, ou si vous voulez que je revienne sur ce sujet-là, dites-le moi en commentaire. Je ferai sûrement une vidéo avec un petit peu plus d'analyse. Ça pourrait être sympa, à vrai dire. Je suis pas forcément contre, l'idée me plaît bien. Mais bon, à la limite, ça c'est plutôt si jamais vous le voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour booster le référencement des vidéos et donc de la chaîne. Ça aide pas mal. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.